Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au partage de la valeur. Car oui, le partage de la valeur n'est plus une option, c'est une nécessité. Depuis janvier 2025, selon la loi éponyme, toutes les entreprises de plus de 11 salariés bénéficiaires ainsi que les associations employeuses devront mettre un dispositif concret. Alors soit l'intéressement, soit la participation, soit l'abondement ou encore la prime de partage de la valeur. Pour vous, dirigeants, ce qui pourrait être qu'une obligation de plus peut devenir au contraire une formidable opportunité. Déjà d'attirer, de fidéliser, de motiver des talents dans un contexte de pénurie de talents et de turnover accru, d'optimiser également en profitant d'avantages fiscaux et sociaux et enfin de gagner en productivité en associant vos collaborateurs au succès de votre entreprise. Alors, comment s'y prendre? Quel dispositif choisir et comment, surtout par qui et comment se faire accompagner? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Douminc. Bonjour. Bonjour Héloïse. Vous êtes le dirigeant d'Optimis, plateforme spécialisée dans les achats de prestations intellectuelles. Vous nous partagerez votre expérience très concrète ainsi que les bénéfices obtenus. Nadine Hutter, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale chez Natixis Interépargne et vous nous livrerez les résultats de l'Observatoire sur le partage de la valeur. Et enfin, Sophie Cudel, bonjour. Bonjour Héloïse. Vous êtes chargée d'affaires entreprise à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire et vous nous présenterez les solutions clés en main pour nous faciliter le travail de cette mise en place de ces nouvelles dispositions de la loi. Alors on commence avec vous, Frédéric, je l'ai dit, vous êtes le dirigeant d'Optimis. Présentez-nous en quelques mots cette société que vous avez créée il y a tout juste 20 ans, je crois. Oui, on va fêter notre 20e année là, en 2025. Donc on est une PME, une soixantaine de personnes avec un âge moyen de 28 ans, donc plutôt jeune, dans la techno et le service. On opère sur un marché d'achat, on met en relation des grandes entreprises qui sont nos clients, et puis des sociétés de services et des freelances, à travers un processus et une plateforme technologique. On est membre de la French Tech 120. Donc on a une dynamique de croissance très forte, entre 30-40% par an depuis 5-6 ans, avec un enjeu fort d'attirer, de fidéliser des talents qui sont quand même le nerf de la guerre, alors pas que dans la tech, mais dans toutes les entreprises, en particulier nos PME. Alors si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en place des dispositifs de partage de la valeur? Alors, on l'a choisi depuis très longtemps, ça fait partie de notre ADN. Alors moi, je considère qu'en tant que chef d'entreprise, notre actif principal, c'est nos collaborateurs. Et donc, l'enjeu, c'est de trouver effectivement des bons collaborateurs, et de les former, et de les fidéliser sur nos métiers, sur de l'innovation. Et le partage de la valeur, ça fait partie de nos enjeux depuis le départ. Donc, bien avant même les lois de partage de la valeur. Il y a 6 ans, moi, j'ai mis en place de l'actionnariat salarié, qui est aussi un dispositif extrêmement intéressant. Mais voilà, donc moi, je considère que nos collaborateurs, même avant nos clients, font partie des actifs principaux de l'entreprise. Et donc, il faut partager la valeur. L'entreprise, c'est un rôle social avant tout. Donc, c'est un rôle de créer de la valeur et de la partager, même avant les actionnaires. Alors justement, on parle de partage de la valeur, mais quelles sont les valeurs de l'entreprise, de votre entreprise, les valeurs que vous portez? Alors chez Optimis, on dit souvent qu'on est tous des PAP, P-A-P-E, et le premier P, c'est justement la valeur de partage. Le deuxième P, c'est la performance, et ensuite c'est l'audace et l'engagement. Donc PAP, c'est ça. Donc le partage, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Et on essaie de les vivre concrètement. Et donc, je vous expliquerai vraiment ce qu'on a mis en œuvre sur cette notion de partage. Encore une fois, l'entreprise et moi, chef d'entreprise, je me sens vraiment investi de cet enjeu, de recruter et de partager la valeur qui est créée. Parce que, en fait, la valeur, elle est d'abord créée par les collaborateurs. C'est pas le patron ou l'actionnaire qui est le seul à créer de la valeur. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important
tous les chefs d'entreprise comprennent. Et alors, effectivement, la loi, elle est là pour nous le rappeler, nous forcer un peu. Mais je veux dire, on n'a pas du tout besoin de ça pour les mettre en œuvre. Alors justement, quel dispositif concret avez-vous mis en place au sein d'Optimis ? Alors, il y a 7 ans déjà, donc, un premier dispositif qui est de partager le capital à travers des mécaniques d'actionnariat salarié, le fameux AGA, actions gratuites, donc qui permettent à des jeunes qui ont 25 ans ou des moins jeunes de bénéficier du capital et de rentrer dans la mécanique, on va dire, capitalistique, vraiment de partage de la valeur actionnariale. Ensuite, on a mis en œuvre alors, des primes de partage de la valeur, à l'époque, ça s'appelait les primes Macron. Et puis, donc, depuis 2-3 ans, on a mis en place toute la mécanique de participation, intéressement. Donc, on va dire, on a toute la panoplie de mécanique de partage de la valeur, mais j'ai envie de dire la première mécanique de partage de la valeur, c'est bien payer ses collaborateurs. C'est-à-dire que l'entreprise, elle gagne de l'argent. L'argent, il est pas que pour les actionnaires ou que pour les patrons. Il est aussi, il faut bien le répartir. Donc le sujet, en fait, c'est pas tellement de savoir si on partage la valeur, c'est combien on partage de valeur, et à travers notamment le salariat. Alors Nadine, je l'ai dit en introduction, Natixis Interépargne a mené un observatoire. En quelques mots, pourquoi avez-vous décidé de mener cette étude et comment est-ce qu'elle a été menée ? Alors en effet, on a mené cette étude durant cet été avec le cabinet Ipsos. On a interrogé un peu plus de 400 dirigeants d'entreprises et responsables ressources humaines, mais également un peu plus de 2000 salariés pour bien comprendre d'une part les enjeux de ces entreprises et des dirigeants d'entreprises, mais également l'approche et la perception des salariés sur le sujet du partage de la valeur. L'objectif, c'était de mieux comprendre justement la compréhension des entreprises et celle des salariés pour adapter finalement notre accompagnement sur le sujet de la loi partage de la valeur. Alors justement, j'en ai parlé un petit peu en introduction, la loi prévoit que toutes les entreprises de plus de 11 salariés bénéficiaires ainsi que les associations employeuses devront mettre en place un dispositif concret, enfin doivent, parce que c'est depuis le 1er janvier 2025. Est-ce que vous avez d'autres éléments à nous partager sur cette loi ? Alors en effet, cette loi, là, elle est effective à partir du 1er janvier 2025 sur les prochains exercices qui s'ouvrent. Et donc à partir du moment où une entreprise dégage au moins 1% de bénéfice net fiscal supérieur à son chiffre d'affaires, elle est dans l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Les dispositifs sont clairs, ils sont au nombre de 4, vous les avez cités, Héloïse, en introduction. Il y a l'abondement, il y a l'intéressement, la participation et la prime partage de la valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quelques ajustements au niveau de ces dispositifs, et maintenant, pour qu'un salarié puisse bénéficier de la totalité des avantages fiscaux et sociaux de ces 4 dispositifs de partage de la valeur, le mieux, c'est de les adosser à un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite collective qui leur permettront de bénéficier en effet de tous les avantages sociaux et fiscaux. Alors, les entreprises et les associations employeuses sont dans cette obligation. Alors, pour l'économie sociale et institutionnelle, elles seront obligées de mettre en place ce dispositif de partage de la valeur à partir du moment où un accord de branche le prévoira. En attendant, ce n'est pas une obligation, mais elles peuvent tout de même bénéficier de ces dispositifs. On en a beaucoup qui se sont équipés justement pour répondre à des problématiques et des enjeux de recrutement. Dans l'observatoire que l'on a mené, donc cet observatoire fait apparaître d'une part que les 3 priorités des entreprises, les 3 enjeux prioritaires sur les 3 prochaines années sont évidemment le développement de l'entreprise, mais d'autre part, la motivation, fidélisation, recrutement des salariés arrive en top position pour 94% des entreprises, et l'enjeu de mettre en place un dispositif de partage de la valeur arrive en 3e position pour 3 entreprises sur 4. Quels sont les autres grands enseignements que vous avez tirés de cet observatoire ? Alors, on a constaté également que 65% des entreprises envisagent en effet de se mettre en conformité avec la loi, donc de mettre bel et bien en place un dispositif de partage de la valeur. C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2025. Maintenant, on en a à peu près 22% qui se posent beaucoup de questions autour de ces dispositifs,
qui ont besoin d'être accompagnés pour savoir quel est le meilleur dispositif à mettre en place et quel levier activer. Pour savoir, en effet, en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes, ce qu'il convient le mieux de mettre en place par rapport à cette réglementation. Alors, côté salarié, que vous a appris cet observatoire ? Alors, côté salarié, c'était sans grande surprise, mais en effet, on a 8 salariés sur 10 qui se disent satisfaits des dispositifs de partage de la valeur qu'ils ont et dont ils bénéficient aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est pour les deux salariés sur 10. Alors, ça dépend des conditions, mais en effet, il y en a qui sont peut-être un peu moins bien servis parce qu'il y a aussi un niveau et un montant adossé à ces prestations. Et donc, en effet, en tout cas, 8 salariés sur 10 se disent satisfaits de leur dispositif déjà en place. Ce qui est aussi intéressant de voir, donc on en a parlé, la prime partage de la valeur qui précédemment s'appelait prime Macron ou prime PEPA a beaucoup été utilisée ces dernières années, un petit peu moins en 2024, mais les salariés donc forcément apprécient cette prime qui est dorénavant fiscalisée pour une partie des salariés depuis le 1er janvier 2024. Et ces salariés se disent enclins à verser une partie ou la totalité de cette prime, partage de la valeur, au sein d'un PE d'Impercol pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux. Frédéric, est-ce que vous constatez ces grands enseignements de l'Observatoire? Est-ce que vous les constatez, vous, au sein d'Optimis? Alors nous, on a plutôt 100% de nos salariés qui sont satisfaits. Oui, alors sur l'enjeu de... Alors nous, c'est un enjeu de fidélisation qui est hyper fort. On a moins de 5% de turnover chez Optimis. Alors on a une population jeune, de commerciaux plutôt qui ont du succès, donc qui sont chassés de tous les côtés. On a un taux de turnover qui est extrêmement faible. Donc, alors, je ne pense pas que ça soit que lié au fait du partage de la valeur. Je pense que c'est globalement une politique, mais ça, c'est clairement le cas. Alors sur les aspects un peu fiscaux, parce que le sujet, c'est quand on est chef d'entreprise, partager la valeur, on se pose forcément la question de combien ça va coûter à l'entreprise. Et donc l'aspect fiscal est important. Sur la partie prime Macron, effectivement, nous on avait donné une prime Macron qui était un dispositif hyper simple à mettre en œuvre, pas besoin d'accompagnement, et puis qui a un petit peu changé fiscalement, qui permet pas de toucher toutes les populations, par exemple, des cadres sup jusqu'au... oui, on va en reparler de la prime Macron. Et donc ça, nous, on l'a plutôt mis de côté cette année, et on a plutôt privilégié des dispositifs d'intéressement et de participation. Ce qui est aussi intéressant dans ce contexte, c'est que mettre en place de la partage de la valeur sur la base d'intéressement participation, ça entre guillemets, oblige, ça implique le collaborateur dans la mécanique de création de valeur. C'est pas juste une prime, en fait. C'est, tiens, est-ce que l'entreprise, elle fait plus de chiffre d'affaires? Parce qu'en fait, tout ça, c'est assorti d'objectifs de croissance, de rentabilité. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Il se pose la question, c'est quoi la rentabilité? Pourquoi il y a moins de rentabilité? Pourquoi il y a plus de rentabilité? Comment aller chercher plus de rentabilité? Et donc, ça implique le collaborateur dans la vie économique l'entreprise, et c'est très très vertueux ça. Alors Nadine, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la prime du partage de la valeur, plus communément appelée prime Macron. Elle a connu, vous l'avez dit, plusieurs modifications. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut être utilisée ? Alors aujourd'hui, et c'est ce que je disais, c'est que la fiscalité a été modifiée depuis le 1er janvier 2024 et seuls les salariés qui ont moins de 3 SMIC et qui sont dans des entreprises de moins de 50 salariés bénéficient encore d'une dérogation sociale et fiscale. Donc tous les autres salariés n'ont plus ces mêmes avantages. Simplement, cette prime partage de la valeur peut être investie dans un PEE, un plan d'épargne entreprise, ou un PERCOL, un plan d'épargne retraite collective. Dès lors que le salarié souhaite investir la totalité ou une partie de cette prime dans un dispositif d'épargne salariale, il bénéficie d'avantages sociaux et fiscaux au même titre que l'intéressement ou la participation. On a également la réglementation qui a introduit 3 nouveaux cas de déblocage anticipé.
Les déblocages anticipés concernent la rénovation énergétique. On a l'acquisition d'un véhicule électrique et puis l'activité de proche aidant. Et ces 3-4 déblocages anticipés finalement rassurent les épargnants, les bénéficiaires de ces dispositifs, qu'ils sont là aussi plus enclins à investir dans un dispositif d'épargne salariale. Frédéric, vous nous disiez, quand on a préparé cette intervention, que vous utilisiez encore la prime Macron, mais plus un peu sous la forme d'un bonus. Oui, alors, et puis cette année, on l'a carrément mis de côté au profit de participation intéressement. Parce qu'en fait, ouais, l'idée, c'est que tout le monde, enfin, c'est très démocratique, la prime Macron. Alors, ça l'est moins maintenant, mais l'idée, c'est que tous les collaborateurs qui ont participé à de la croissance ou à de la rentabilité, touchent, on va dire, à peu près la même chose, quoi. Et donc le dispositif Macron, l'exprime Macron le permet plus, en fait. Nous, on a des salaires importants. Ces gens-là, ils sont exclus de ce dispositif, ce qui est pas à faire, en fait. Donc voilà, on l'a mis de côté. Vous aviez privilégié d'autres dispositifs à la place. Exactement. Ouais. Alors, on va passer avec vous, Sophie. Sophie, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises et associations employeuses dans la mise en place des dispositifs dont on a parlé? Alors déjà, avant de dire comment on fait, réexpliquer un petit peu que la Caisse d'épargne est nationale, mais c'est 15 caisses d'épargne locales, régionales, qui sont très implantées sur leur territoire. Et donc, on accompagne à peu près 38 000 entreprises. Ça fait à peu près une PME sur 5, une ETI sur 3, donc c'est énorme. On accompagne également des acteurs de l'économie sociale et solidaire, 160 000. Et tout ça, on le fait à travers des centres d'affaires qui sont situés donc sur le territoire. Il y en a 110 sur toute la France et les territoires d'outre-mer. Et donc, cet accompagnement, il se fait comment? En fait, on va à la rencontre de nos chefs d'entreprise. Pour nous, c'est important d'être sur le terrain, donc on ne reste pas dans le centre d'affaires. Les chargés d'affaires vont voir les dirigeants, comme Frédéric, et puis on échange avec eux. Donc soit on va dans leur entreprise à l'occasion de 3 ou 4 rendez-vous par an, soit en fait on les invite à des événements. Mais dans tous les cas, on échange et on est à l'écoute, c'est-à-dire savoir un peu quelles sont leurs préoccupations. En ce moment, ils nous parlent tous de charges salariales qui augmentent parce que le SMIC augmente. Donc il faut rémunérer un peu plus, de difficultés pour recruter, comme vous disiez Frédéric, c'est ça. Les jeunes arrivent, mais ils comparent. Parce qu'ils savent bien comparer, ils ont accès à l'information partout sur les réseaux sociaux. Et donc, ils savent qu'il y a des dispositifs qui existent et donc ils comparent tout. Donc, nos dirigeants nous disent moi, je suis embêté, puis j'aimerais bien les rémunérer quand même un peu plus, mais comment? Donc voilà, en étant à l'écoute, en fait, on arrive à détecter en fait les besoins de nos dirigeants et de pouvoir leur offrir en fait un accompagnement adapté, personnalisé, en leur faisant après un rendez-vous beaucoup plus spécifique avec un expert de Natixis Interépargne, qui est notre filiale. Alors justement, Sophie, concrètement, une fois que vous avez fait le tour des besoins, quelles solutions est-ce que vous pouvez proposer? Alors l'important, avant de proposer des solutions, puisqu'il y en a quand même toute une palette au niveau de Natixis Interépargne et de BPCE, c'est quand même de voir ce que le dirigeant souhaite. Donc on échange beaucoup avec lui et on va voir en fait qu'est-ce qu'il attend concrètement et comment et vers quoi il veut s'orienter. Parce que beaucoup en effet ont recours à la prime Macron, donc c'est aller voir un petit peu plus dans le détail. Et donc, après, en fait, on leur propose, bien sûr, les dispositifs d'épargne salariale, où ça peut être des tickets restaurants, des choses beaucoup plus aussi larges, tickets cadeaux, chèques cadeaux, etc. Mais quand on va vers le dispositif d'épargne salariale, en fait, on va essayer de rassurer, puisque le dirigeant, souvent, il est inquiet de savoir comment ça va se passer vis-à-vis de ses salariés, tout ça. Donc, en fait, nous, on va aller l'orienter et on va lui présenter. Donc, l'expert Natixis Interépargne va lui présenter l'abondement. Donc, on retrouve toujours les mêmes... l'abondement, la participation assez peu, puisque c'est un petit peu plus contraint, et beaucoup l'intéressement. Et là, on va en fait beaucoup... l'accompagner dans le sens où s'il veut s'orienter vers quelque chose, on va tout prendre en main. En fait, on va le rassurer, lui dire qu'on va tout faire pour lui. Donc, on lui présente un expert. Après, s'il veut s'orienter vers quelque chose, on va s'occuper de tout. À la fois les démarches administratives, on va s'occuper d'aller vers ses salariés aussi, pour dire que ce n'est pas le dirigeant qui a décidé de mettre en place quelque chose, c'est en fait quelque chose qui leur est bénéfique pour eux. Donc, il faut qu'ils l'acceptent et qu'ils le prennent bien, en fait, qu'ils adhèrent à ce nouveau dispositif. Donc, on est présent tout le temps. Alors, vous avez parlé de l'inquiétude. Sophie, quels autres freins identifiez-vous et comment est-ce que vous aidez à les lever? Alors, les freins, souvent, on n'a pas souvent des gens comme Frédéric qui sont vraiment pour le partage tout le temps. Enfin, on voit que c'est dans l'ADN de Frédéric de partager.
Et les dirigeants, souvent, ont un frein à ce partage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se disent, quand je partage, je suis obligé de donner la même chose à tout le monde. Et en fait, moi, j'estime que dans les équipes, il y a des gens hyper motivés, mais il y en a d'autres qui sont un peu un frein. Et j'ai du mal à les motiver. Je pense qu'en donnant ça, ça va être l'effet inverse. Et en fait, non. On leur montre des exemples de dirigeants. Et on leur dit que non, au contraire, c'est un effet collectif. Et une fois qu'on est dans le collectif, tout le monde s'automotive en disant attends, on a des résultats, on a un chiffre d'affaires à augmenter, etc. Toi, tu nous freines, non. Et en fait, ça va avoir un effet, au contraire, beaucoup plus bénéfique. Donc, il y a ce premier frein qu'on voit tout le temps. Et il y a le frein aussi de se dire attendez, moi, j'aurai aucun contrôle. Et puis, on va me prendre mon résultat, mais je vais faire comment, en fait, finalement j'ai besoin d'investir, j'ai aussi une dette au-dessus pour rembourser l'acquisition de l'entreprise. Donc, en fait, il faut que vous me rassuriez sur le fait que je peux contrôler le montant que je distribue. Et donc là, nous, on lui donne des options. On lui dit, voilà, on vous présente toutes les options. Il y a même des options de complément d'intéressement après qui font que je peux ne pas trop donner au début, mais finalement, l'année était très bonne, je donne un peu plus. Donc, on a toutes les solutions, en fait. Vous avez également un petit peu une mission de pédagogie pour présenter les dispositifs et puis ce qu'ils recouvrent. Parce de simplifier. Parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de connaissances de ces dispositifs. Ce que disent les experts comptables, souvent, c'est pas très clair, un peu confus, parce qu'ils n'ont pas le temps non plus, les experts comptables. Et nous, notre expert à Natixis Interépargne est vraiment très, très compétent et très spécialisé, en fait, dans tous les dispositifs d'épargne salariale. Et ils vont dans le détail et ils vont aller vraiment répondre à toutes les questions, même hyper précises, ou vraiment toutes les inquiétudes. Et je pense que c'est dédramatisé. Finalement, on se rend compte que les chefs d'entreprise, ils adhèrent. Quand ils ont eu le rendez-vous, finalement, ils se rendent compte que si, ça peut leur apporter beaucoup. Et puis, on a aussi un accompagnement au-delà de l'explication de la pédagogie sur tous nos espaces en ligne au sein de Natixis Interépargne, qui permet au final aux dirigeants de bénéficier de tous les outils qui lui permettent d'expliquer le processus à ses salariés et de communiquer autour des dispositifs mis en place. Et ça aussi, c'est rassurant pour lui. Et surtout, on propose une réunion avec les salariés. Parce qu'en fait, le dirigeant, il a besoin à un moment donné qu'il y ait une neutralité et de dire, je mets en place un dispositif, mais voyez, il y a quelqu'un d'autre qui va vous le présenter. Et on est là avec le dirigeant, mais on leur explique que non, c'est vraiment quelque chose pour eux. Et ça, c'est très important, c'est très apprécié des dirigeants, mais des salariés aussi. Parce qu'ils se rendent compte que, en fait, ça va être une sorte de banque, en fait. Ils vont avoir, en fait, des sommes qui vont être placées sur des PE Percol et ils vont avoir un interlocuteur dédié pour eux et ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de cet argent-là. Mais voilà, c'est bien un avantage. Justement, Sophie, quels sont les avantages concrets pour les entreprises et pour les dirigeants ? Alors, pour les dirigeants, on sait, c'est que vraiment, il n'y a pas de prélèvement. En fait, il ne va pas y avoir de charge sociale. Parce que les dirigeants, ils se disent, moi, je veux bien, je vais donner une prime. Souvent, ils mettent déjà des primes en plus en place et ils se rendent compte qu'ils donnent 500, mais en fait, ils payent 1000, eux. Et le salarié, il ne sait pas. Donc, les salariés ne veulent pas savoir. Donc, le dirigeant est un peu frustré. Alors, quand on lui dit, vous donnez 1000 et le salarié va avoir 900, parce qu'en fait, il y a toujours des prélèvements sociaux. Vous savez, on prélève toujours un petit peu. Mais il y a quand même 900, quoi. Donc, c'est quasiment la totalité. Donc, le dirigeant, il se dit, oui, là, déjà, ça me coûte moins. En plus, c'est déductible du résultat. Donc, c'est quand même intéressant. Et pour le salarié, donc, il peut tout toucher. Et même assez rapidement, comme disait Nadine, parce qu'en fait, il y a des cas de déblocage qui sont quand même très, très larges. Et en fait, il peut verser sa prime et finalement, quelques mois après, la récupérer. Frédéric, est-ce que vous observez ces bénéfices sur le terrain ? Alors c'est clair. Alors déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Cécile. C'est sur la crainte. Effectivement, nous, on est un peu tête dans le guidon. On n'a pas une conscience détaillée de tous ces dispositifs et comment il faut les mettre. C'est vrai qu'il y a une dimension expertise pour mettre en place ces comptes d'épargne, etc. Et donc sur cet aspect vraiment crainte, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement pour l'avoir mis en œuvre, c'est facile en fait. C'est facile. On a besoin d'un expert et même d'un tiers pour expliquer ça aux collaborateurs, parce que nous, on n'a pas la légitimité pour le faire. Et voilà, et c'est facile et c'est rapide à mettre en œuvre. Sur la crainte, donc, en fait, c'est pas contraignant. Effectivement, ce qu'on se dit en tant que chef d'entreprise, c'est je vais mettre en place un dispositif, ça va être gravé dans le marbre. C'est-à-dire que c'est un acquis social, je ne pourrais pas m'en débattre, je ne pourrais pas m'en défaire et je serais obligé de donner, etc. Et non, pas du tout. En fait, tout ça, c'est assorti. Nous, par exemple, on l'a mis en place avec des objectifs de chiffre d'affaires, mais surtout de marge brute et de résultats. Et donc, le surplus de résultats ou de marge brute qu'on avait prévu au budget, on peut le redistribuer avec des mécaniques qui sont hyper simples et qui sont changeables aussi chaque année. Chaque année, on peut avoir des objectifs différents.
Donc ça, c'est très bien d'avoir voilà, un partenaire expert qui nous tienne un peu le stylo en disant mais non, mais tu n'es pas obligé de faire ça chaque année. Par exemple, d'ailleurs, cette année, on a fait moins, on a atteint moins d'objectifs et de résultats que prévu. Et donc, voilà, je ne suis pas obligé de distribuer de l'argent qu'on n'a pas gagné, quoi, en fait. Donc, ça lève, en fait, ce verrou, cette crainte, en fait. Hein. Alors Frédéric, vous étiez assez convaincu dès le départ, mais malgré tout, quelle réticence, est-ce que Sophie en a un petit peu parlé, mais quelle réticence vous avez dû surmonter au départ? En fait, c'est que le collaborateur, en fait, n'a pas forcément conscience de l'effort qu'on met en place. Et donc, je pense que le fait d'avoir effectivement quelqu'un qui est un spécialiste, qui est un financier, qui vient l'expliquer, ça a un impact très fort. Et ça lève, en fait, cette réticence. Et on confie ça, finalement, à un tiers dont c'est le métier. Et ça donne de la valeur à ces dispositifs qui sont mis en place. C'est un vrai point positif. Alors vous faites également accompagner par Caisse d'épargne. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Caisse d'épargne ? Alors Caisse d'épargne, historiquement, nous accompagne sur la gestion courante de notre entreprise, sur les flux, sur des emprunts. On a un conseiller, un responsable d'agence qui est hyper à l'écoute, qui est très proche du terrain, qui en fait a bien su adapter en fait son discours par rapport à la taille d'entreprise qu'on est. On est parisien, enfin donc et on est une PME à Paris, donc on a un discours une relation qui est très très adaptée. Et puis bon, il a l'intimité, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec la Caisse d'épargne, et donc on se connaît très bien, et donc la confiance est vraiment là, et donc on travaille, c'est un vrai, nous, notre banquier, la Caisse d'épargne, c'est un vrai partenaire. L'écureuil, il est assis à côté de nous, et c'est notre partenaire, quoi. C'est un peu notre mascotte, même. C'est une jolie mascotte. C'est bien. Nadine, pourquoi est-ce que l'intéressement ressort-il comme le dispositif le plus attractif ? Alors l'intéressement, à mon sens, c'est le dispositif peut-être à privilégier dans le cadre de la loi partage de la valeur, quand une entreprise veut d'un côté avoir une sécurité financière et de l'autre côté avoir un levier RH auprès de ses salariés pour les motiver et les impliquer dans l'atteinte des résultats de l'entreprise et son développement. L'intéressement, c'est un mécanisme qui est assez souple. Tous les critères sont finalement décidés par le dirigeant de l'entreprise et ils peuvent le sécuriser. Il peut être assis sur des critères d'atteinte de résultats ou d'augmentation, d'évolution d'un résultat. Et le dirigeant peut très bien se dire, si on atteint en 2025 tel résultat, je vous verse tel intéressement. C'est lui qui fixe le montant et la répartition par salarié. Ça, c'est quand même assez sécurisant pour le dirigeant et pour l'entreprise parce que si les résultats sont atteints, très bien, il déclenche son intéressement. Si les résultats sont dépassés parce qu'on a eu une année exceptionnelle et que la contribution des salariés y est aussi pour beaucoup, il peut décider de déclencher, comme Sophie le disait, un complément, un supplément d'intéressement pour récompenser et surrécompenser ses salariés. En revanche, si les résultats ne sont pas atteints, l'intéressement ne se déclenche pas. Et donc, c'est quand même assez sécurisant pour l'entreprise. Et en plus, ça permet d'impliquer les salariés dans l'atteinte de ces résultats de l'entreprise avec un levier RH, un levier de management pour piloter régulièrement ce dispositif, leur dire où ils en sont dans l'atteinte de ces résultats et de leur donner de la perspective sur le partage de la valeur qu'ils peuvent percevoir. Frédéric, est-ce que vous êtes d'accord ? Ah, complètement. Non, j'ai 100% en phase. 100% en phase. Puis c'est très souple parce qu'on peut le modifier dans les 6 premiers mois de l'exercice, chaque exercice, et on se remet autour de la table, et puis on peut bouger, en fait. En 2025, par exemple, nous, on va se remettre autour de la table en disant, alors par exemple, en 2024, on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés, donc il y a moins de partage de la valeur. Donc bon, ok, tout le monde l'a bien compris. Alors ça suppose aussi qu'on suive. Nous, tous les mois, on a un reporting. Par exemple, nos collaborateurs, ils savent combien l'entreprise facture, combien l'entreprise fait de marge. Donc c'est assez transparent. Faut miser la transparence, ça c'est important. Mais donc là, en 2025, on s'est remis autour de la table et on va se dire, c'est ça les objectifs de marge brute, les objectifs de résultat, combien, si on surperforme, on va redistribuer, etc.
Donc voilà, Oui, ça prend du temps, mais c'est un outil de pilotage. Oui, c'est ça, ça vous oblige quand même à avoir une transparence et puis quand même un suivi très granulaire de vos performances. C'est clair. Mais adapté à chaque entreprise, puisqu'en fait, des fois, ça peut être simplement, si on a moins d'accidents du travail ou moins de pertes, par exemple, de déchets sur notre production, parce qu'on va adapter à chaque activité, c'est vrai que s'il y a moins de déchets, on va peut-être avoir plus de résultats. Donc, du coup, ça va être mieux, parce qu'en fait, souvent, les dirigeants prennent un critère assez simple, qui est le résultat. Oui. La marge brute, c'est rare, mais le résultat. Et en fait, il faut parler concret aux salariés en leur disant... vous consommez moins d'énergie, voilà, on aura plus de résultats. En fait, c'est des choses qui doivent parler à chaque salarié en fonction de l'activité. Et ça marche très bien. Et je crois que même qu'on peut mettre en œuvre des objectifs de RSE. Oui, dans le cadre, nous, on a commencé à... Je voulais le préciser, en effet, et c'est important ce point-là, c'est qu'on peut intégrer des critères extra-financiers dans son accord d'intéressement. Et donc, en effet, par ce biais-là, on peut intégrer des critères RSE, responsabilité sociale et environnementale, qui permet en effet à une entreprise de développer finalement sa politique RSE. D'une part, la loi partage de la valeur et les dispositifs d'épargne salariale sont des dispositifs à part entière de partage, donc s'intègrent dans les critères RSE, mais on peut encore cranter un peu plus loin et aller davantage développer cette politique RSE en intégrant ce type de critères dans son accord. Alors Sophie, on a peut-être un petit peu déjà répondu, mais quel dispositif recommandez-vous d'ailleurs aux PME qui se lancent ? Alors moi, je leur dis surtout bien d'anticiper, pas s'y prendre au dernier moment, y aller progressivement, mais surtout prendre contact avec son chargé d'affaires, alors caisse d'épargne bien sûr, mais pour en fait anticiper. Et surtout, s'ils ont l'idée de mettre en place une prime ou un complément de revenu, mais qui ne soit pas un dispositif d'épargne salariale, avant de le faire, prendre contact, aller prendre des informations, rencontrer des gens de Natixis Interépargne, des gens de la caisse d'épargne, et comme ça, ils pourront se lancer plus sereinement, parce qu'ils vont faire les bons choix. Donc c'est y aller progressivement, mais avec beaucoup de conseils, beaucoup d'accompagnement. Sophie, quels conseils vous voulez donner aux personnes qui nous regardent, aux dirigeants d'entreprises qui nous regardent et qui se lancent ? Alors moi, par rapport à ça, je leur dirais qu'il ne faut pas être inquiet parce que d'une, les dispositifs d'épargne salariale, une fois qu'on les comprend, ce sont des mécanismes assez simples. Il y a beaucoup de réglementation autour de ça. Mais simplement qu'en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes et de leurs enjeux vis-à-vis de leurs salariés, on aura forcément une solution, un mécanisme qui répondra au mieux d'une à leurs attentes et de deux à la réglementation en vigueur. Alors on reste sur les conseils. Frédéric, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux dirigeants qui nous regardent et qui hésitent encore ? J'ai envie de dire, allez-y. Effectivement, ce qu'ont dit Sophie et Nadine, c'est simple en fait à mettre en œuvre, même si il y a plein de dispositifs. En fait, c'est assez simple. Ça coûte pas cher, ça coûte un peu de temps et c'est très vertueux. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que il faut pas le faire de manière contrainte. La loi, c'est super et ça va, je pense, nous permettre d'accélérer, notamment dans les PME, parce qu'on a un peu la tête dans le guidon. Donc, quand on a quelqu'un qui nous met un peu le pistolet sur la tempe, on se dit, allez, il faut qu'on le fasse. Mais non, il faut vraiment le faire, c'est vertueux pour les collaborateurs. Et j'ai envie de dire aussi, pour nos clients, parce qu'en fait, l'enjeu RSE, il est énorme pour nous, en particulier PME, de travailler avec des grands groupes qui nous imposent des règles, en fait, des contraintes de RSE qui sont fortes. Le partage de la valeur, vraiment fait partie intégrante d'une stratégie RSE, donc dont on peut plus se passer aujourd'hui chez l'entreprise. C'est une obligation, mais pour le business en fait, pour pouvoir continuer à survivre et travailler dans l'écosystème actuel. Et oui, c'est ce que vous m'expliquiez également. Il y a aussi une pression de vos propres clients. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est noté, alors sur des impacts environnementaux, mais sur des impacts sociaux, sociétaux. Donc, et d'ailleurs, dans notre dispositif, dans notre métier, puisque nous, on fait travailler beaucoup de sociétés, ce qu'on appelle des ESN, chez les grands groupes, on est en train de mettre en place un label de partage de la valeur pour justement privilégier, faire travailler les ESN qui sont actives et qui partagent mieux la valeur, notamment dans le service informatique, que celles qui le mettent moins. Donc ça, c'est un projet qui est en place, là, donc de labellisation entreprise de partage de la valeur. Voilà.
Alors Sophie, vous aurez le mot de la fin. Oui. Pourquoi choisir Caisse d'épargne ? Je dirais parce que Caisse d'épargne accompagne les chefs d'entreprise depuis de nombreuses années. On est très proche du terrain, on a envie d'être réactif, à l'écoute. On est vraiment à l'écoute des chefs d'entreprise. Donc je pense qu'ils seront bien accompagnés s'ils viennent avec nous. Il ne faut pas oublier qu'on est accompagné de Natixis Interépargne, notre filiale, et qui est un des leaders quand même de la gestion des dispositifs d'épargne salariale. Et donc, ils ont vraiment toutes les informations à leur disposition pour pouvoir faire les bons choix. Un grand merci à tous les trois. Félicitations Frédéric pour tout ce que vous mettez en œuvre. Et merci beaucoup à vous qui nous regardez.